Bonjour à tous et tous, bienvenue au Lazare, ce restaurant au cœur de Paris que vous connaissez bien. C'est là que depuis 2014, nous faisons avec nos partenaires fiduciales, Paris Match, CNews et Sud Radio, des matinées électorales pour donner les derniers enseignements des grands scrutins. Là, bien sûr, dans le cadre du contexte coronavirus, ça nous a obligés à modifier notre format, mais pour autant, nous souhaitions quand même partager ensemble les derniers enseignements du scrutin municipal à J-3 avant le premier tour. Et pour cela, j'ai le plaisir d'échanger ce matin avec mon ami Bruno Jeudi, rédacteur en chef de Paris Match. Bonjour Frédéric, alors justement ce sont des élections particulières, vous venez de le dire, puisque avec le coronavirus nous n'avons pas pu retrouver nos invités comme à chaque veille de grands scrutins en France. Ma première question sera simple, est-ce que justement cette situation inédite d'une France qui va voter sous coronavirus va avoir un impact dimanche dans les 35 000 communes où les Français vont aller voter finalement avec ou sans masque? Clairement oui, l'impact sera là, ce n'est pas la première fois. Repensons au dernier scrutin local en France, c'était les régionales de 2015 où beaucoup de Français sont allés voter avec des militaires à la sortie des bureaux de vote. Là c'est une autre dimension. Dans une enquête IFOP fiduciale pour Paris Match, CNews et Sud Radio, on voit que 22% des Français déclarent qu'ils n'iraient peut-être pas voter à cause du coronavirus. Ça paraît peu, c'est minoritaire, mais ça fait beaucoup de Français dans une logique d'extrapolation. Sur l'abstention, on sait que les élections municipales, ce sont les élections traditionnellement les plus courues par les Français avec la présidentielle. Quel est le niveau d'abstention que vous mesurez justement dans cette étude? Alors dans cette enquête, nous établissons un taux d'abstention de 42%. C'est particulièrement impressionnant. Ce serait presque 5-6 points au-dessous du score de 2014. Ce serait un record. Jamais une élection municipale aurait autant d'abstentionnistes. Ce serait presque le premier parti de France. Alors, au-delà du coronavirus, Bruno Jeudi, c'est pas un phénomène complètement inédit. On sait désormais que le scrutin municipal est, si je puis dire, contaminé par le phénomène abstentionniste. Il n'y avait que 27% d'abstention en 1989. Il y en avait 31% en 2001 et petit à petit, en 2008, en 2014, on a eu des poussées de l'abstention. Là, ça serait particulièrement impressionnant. 42%, ça fait énormément de Français. Plus de 4 Français sur 10 qui n'iraient pas voter. Parmi eux, il y a aussi pas mal de gens qui, quelque part, trouvent aussi peut-être un prétexte pour ne pas aller voter. Qui sont ces abstentionnistes qui pourraient ne pas dimanche se déplacer? Exactement, il y a deux profils qui émergent d'électeurs qui n'iraient pas voter dimanche 15 mars. D'abord, les segments traditionnels s'abstenant, les jeunes, les catégories populaires, les personnes peu diplômées. Et c'est vrai qu'on peut dire que ces derniers vont peut-être reconstruire leur abstention, vont entre guillemets profiter du coronavirus pour justifier un non-vote. Mais également, à un niveau inférieur mais non négligeable, on trouve des catégories sociales supérieures et notamment, générationnellement, des personnes âgées dont on sait qu'ils constituent le segment qui va le plus voter et c'est le segment générationnel qui est particulièrement attendu en termes de vote par les maires sortants parce qu'ils sont le plus un réflexe légitimiste. Les maires sortants, et on sait aussi que les personnes âgées, c'est une catégorie qui a beaucoup voté pour Emmanuel Macron ou pour la liste l'année dernière aux européennes. Est-ce qu'on peut s'attendre dans ce scrutin, c'était en tous les cas une des hypothèses qui apparaissait au fil de toutes les études que vous avez faites depuis plusieurs mois, un vote sanction dimanche prochain, c'est-à-dire un vote qui viendrait sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe? J'ai envie de dire oui et non. Oui, car clairement, dans cette enquête, on voit qu'un petit tiers des Français, 32%, déclarent par mon vote, je vais sanctionner la politique d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. C'est même un peu supérieur à ce qu'on constatait en 2014 des élections municipales s'agissant de François Hollande. Élection, rappelons-le, où la gauche a perdu 170 villes. C'était le record absolu pour une élection. C'est même très nettement supérieur, parce que j'ai lu dans votre étude que c'était 23% en 2014, alors que derrière, ça a été une raclée monumentale. Une raclée monumentale, donc ça serait nettement supérieur. Mais j'ai envie de nuancer ce chiffre. Pourquoi ? Car sanctionner comment Emmanuel Macron à travers un vote? On sait très bien que la République En Marche est un parti tout à fait nouveau et un rookie, comme on dit en sport américain, pour cette élection municipale. Ils n'ont quasiment pas de sortants. Et d'ailleurs, dans cette enquête, quand on regarde les déterminants du vote, au-delà des enjeux comme l'environnement, la propreté, la sécurité, quels sont les déterminants profonds du vote? On a un triptyque qui émerge, le programme, le projet, le bilan et l'incarnation, la personnalité des candidats. Et ce sont trois dimensions
par rapport auxquels la République En Marche est particulièrement fragile. Ils n'ont pas de sortant. Avec cette campagne extrêmement courte, cette blitz campagne parasitée par le mouvement contre les retraites qui a pénalisé l'exécutif et cette non-campagne avec le coronavirus, la majorité a peiné à imposer un macronisme municipal. Et puis en termes d'incarnation, à part quelques exceptions, les têtes de liste d'En Marche sont peu connues des habitants. Sanctionnés, oui, mais cela ne se verra peut-être pas, puisque l'on voit que ce sont plutôt les sortants qui vont très bien s'en tirer à ce scrutin. On reste donc dans cette grille de lecture habituelle. Les municipales, ça reste à la fois une grande dimension locale dans le vote, et c'est rassurant parce que finalement on voit que les Français regardent d'abord les programmes des candidats. C'est peut-être une des élections où ils lisent le plus finalement les programmes. Et puis il y a une dimension nationale qui pourrait être quand même assez forte dimanche prochain, avec quand même peu, quand on lit vos études, pour l'instant, les candidats, les têtes de liste de La République En Marche sont plutôt à la peine dans les différentes études que vous avez pu conduire du nord au sud de la France. Oui, elles sont en grande difficulté. On peine à trouver une grande ville qui pourrait être remportée par La République En Marche. Alors, je ne mets pas là des villes comme Toulouse où ils soutiennent un maire sortant étiqueté à droite, donc ce ne sera pas des victoires d'En Marche. C'est vrai qu'il faut avoir en tête la chose suivante. L'élection municipale, c'est l'élection de la stabilité. C'est l'élection la plus stable de la Ve République. On parlait tout à l'heure de la bérésinase socialiste et de gauche en 2014. Même en 2014, quand la gauche perd plus de 170 villes, ce chiffre ramené au nombre de villes de plus de 10 000 habitants, il y en a environ 1000, je mets de côté quelques maires qui ne se sont pas représentés, ça veut dire que 3/4 des équipes municipales sortantes ont été réélues. Et c'est ce qu'on voit pleinement dans les différentes enquêtes de l'IFOP. On en a réalisé une 60aine depuis le début de l'année. Les sortants, à quelques exceptions près, sont très fortement confortés, y compris par un vote Macron 2017 qui va vers le sortant. Donc ce climat politique aujourd'hui tend plutôt à imaginer une élection qui va favoriser les sortants. Est-ce que ça veut dire que les partis de l'ancien monde, cet ancien monde qui a été balayé par toutes les élections quasiment depuis 2014, puisque la première élection du dégagisme, au fond, c'est presque les municipales de 2014, et derrière, il y a eu 2017 jusqu'à l'année dernière, est-ce que les partis de l'ancien monde vont retrouver des couleurs dimanche et surtout à l'issue du second tour? Clairement oui. Du fait de cette stabilité, les Républicains qui ont le plus d'élus dans les villes de plus de 10 000 habitants, le Parti socialiste, le Parti communiste même, vont sans doute, et je peux citer également l'UDI, vont sans doute retrouver la plupart de leurs sortants. Ils pourront perdre des villes ça et là, ils pourront en conquérir d'autres, mais très très clairement, on sera sur une lecture de l'ancien monde où ces partis qui se sont construits localement, la victoire de la gauche en 81, elle naît d'une percée locale en 77 aux élections municipales, la victoire de la droite dans quelques élections nationales, ça vient également d'élections municipales en 83 ou en 2014, même si 2017 c'est mal fini. C'est clairement des élections qui vont favoriser l'ancien monde et qui seront très très compliquées pour La République En Marche parce que au-delà de cette localisation, de cette dépolitisation des enjeux, il ne pourra pas ne pas y avoir une lecture nationale du scrutin. Et le soir du premier tour, quand on verra qu'En Marche n'est pas premier comme à la présidentielle, deuxième comme aux européennes, mais sans doute la 4e force politique du pays, ça aura des effets politiques. Alors, arrêtons-nous sur 2-3 formations politiques. La droite joue gros puisqu'elle avait remporté très largement en 2014 les élections. Pour l'instant, ses sortants semblent bien placés. Est-ce qu'elle peut gagner des villes dans une situation où elle en a déjà beaucoup? Oui, elle peut bien sûr gagner des villes, mais là, oui, elle peut gagner des grandes villes. Elle espère gagner Paris avec la candidature de Rachida Dati qui connaît une dynamique, mais c'est sans doute très compliqué dans le cadre des scrutins PLM. L'important aussi pour elle, est-ce qu'elle peut sauver Marseille? Voilà, c'est la question qui se pose. Marseille est une ville particulièrement compliquée où la droite est fracturée entre Martine Vassal, la candidate officielle, et Bruno Gilles. Les enquêtes de l'IFOP et Fiducia montrent quand même que Marseille pourrait être sauvée malgré une vraie poussée du Rassemblement national. Clairement, la droite va sortir, on peut dire, confortée au soir du premier tour et du second tour. Mais pour, je dirais, agrémenter ce bilan positif et ne pas rester que sur une conservation défensive de ses victoires de 2014, elle aura intérêt à gagner quelques villes.
Passons au Parti Socialiste, qui a été le grand perdant en 2014, qui évidemment joue quasiment sa survie avec cette élection, son maillage territorial est aujourd'hui la seule chose qui lui reste. Est-ce que cette stratégie sur les municipales qui a consisté à soutenir ses sortants, espérer qu'ils soient réélus et à s'associer aux écologistes dans de nombreuses grandes villes, puisque les écologistes sont présents dans 37 des 42 plus grandes villes de plus de 100 000 habitants en France, est-ce que ça peut permettre au Parti Socialiste de sauver les meubles? Oui, vous avez raison d'associer le PS à Europe Écologie Les Verts. Dans la plupart des villes où le PS est sortant, où le maire élu en 2014 se représente, le PS est plutôt bien placé et en situation d'une part de repasser et d'autre part de contenir la poussée Europe Écologie Les Verts. Mais il y a de nombreuses villes où le maire socialiste ne se représente pas et là, clairement, il y a une véritable poussée d'Europe Écologie Les Verts et dans ce cadre-là, le PS a du mal à exister, voire est quasi sûr de perdre la ville. Je fais référence par exemple à Strasbourg, à Besançon, à Rouen, avec la percée de Jean-Michel Bérégovoy pour Europe Écologie Les Verts, voire à Lyon. Le PS est en situation de maintenir ses sortants. Il y a des cas où le PS est avec, en union, Europe Écologie Les Verts, par exemple à Clermont-Ferrand, et la victoire est quasi acquise. Mais attention, quand le PS perd son statut de sortant avec son maire, il est, si je puis dire, quasi nu, et il est en situation de perdre quasi certainement la ville. Vous parliez d'Europe Écologie Les Verts, qui avait fait une performance électorale l'année dernière, une percée de leur leader Yannick Jadot. Il joue, j'allais dire, la confirmation de ce bon résultat. Est-ce que cette fin de campagne marquée par le coronavirus, la crise sanitaire, on parle moins des enjeux écologistes, il y a un risque qui pèse sur l'électorat jeune, est-ce que la percée attendue des Verts pourrait être contrariée par cette fin de campagne hors norme? Tout à fait, on est sur une situation assez ambivalente. C'est vrai que dans toutes les enquêtes, on a vu en janvier, février, une confirmation de la poussée Europe Écologie Les Verts née lors des élections européennes. D'ailleurs, ce serait la première fois, Bruno, qu'un enseignement issu des élections européennes se confirmerait au scrutin suivant. Ce n'est jamais arrivé. Les écologistes perdent surtout, on le disait, dans les villes tenues par la gauche où le PS n'est plus en situation de jouer les premiers rôles. Mais c'est vrai qu'il y a toute une série de nuages ou de vents mauvais qui pourraient, je dirais, entraver, limiter ou freiner cette poussée écologiste. D'abord, la dimension coronavirus qui fait qu'on parle beaucoup moins des enjeux environnementaux. Dans notre enquête IFOP fiduciale, on voit que dérèglement climatique, lutte contre la pollution sont relégués maintenant derrière sécurité, derrière propreté, derrière les questions économiques liées au pouvoir d'achat comme les impôts. Et puis, il faut bien se dire la chose suivante. Qu'est-ce que c'est que le vote aux élections municipales? C'est à quelle formation je confie les clés de ma ville. Et cette capacité gestionnaire, cette capacité à gérer une ville est peut-être plus fragile pour Europe Écologie Les Verts, même s'il y a eu le cas de Grenoble de 2014. C'est sans doute une des clés de l'entre-deux tours. On n'a pas parlé d'un parti, le Rassemblement National, qui avait remporté l'élection européenne, premier parti de France il y a un an aux européennes. On a l'impression qu'il est plutôt au second plan, il est en situation de gagner, selon vos études, une seule grande ville, Perpignan, ce qui ne serait pas rien, hein, et plutôt conserver la douzaine de villes qu'il gère aujourd'hui. Le Rassemblement National, c'est une élection que Marine Le Pen est pressée d'enjamber? Oui, c'est toujours le cas, hein, on le sait, il y a d'abord une difficulté à constituer des listes. En Seine-Saint-Denis, le Rassemblement National ne présente qu'une liste dans toute la Seine-Saint-Denis. C'est toujours compliqué pour eux. C'est vrai qu'ils vont tirer profit de leur installation de 2014 dans toutes les villes gagné par le RN en 2014, le sortant est en situation de l'emporter, parfois très nettement, hein, 61% pour Robert Ménard à Béziers, il reprend même 96% de son électorat, ça ne s'est jamais vu nulle part ailleurs, 51% pour David Racheline à Fréjus, Stéphane Ravier va sans doute regagner également son secteur. En dehors de ça, on peine à trouver des gains, il y a effectivement Perpignan. Il y a également Avignon, une des rares villes gagnées par la gauche en 2014, où le RN, dans le cadre d'une triangulaire, pourrait s'en sortir. Et puis il y a deux zones géographiques où, dans des petites villes qui ne font pas l'actualité, exactement, bassin minier, Bruay-la-Bussière, par exemple, dans le bassin minier dans les Hauts-de-France, Denain, où la maire sortante est, si je puis dire, au cœur d'une polémique liée au communautarisme, et puis ces villes autour du Var, des Alpes-Maritimes, ces petites villes près de Cogolin, où le RN pourrait percer. Mais c'est clair que ce n'est pas le scrutin où l'étiquette partisane est particulièrement faible, qui constitue un levier pour le parti de Marine Le Pen. Donc en clair, on a une menace d'un vote sanction pour La République En Marche,
d'un vote d'indifférence pour le Rassemblement national. Pour les deux premiers partis, c'est une situation assez singulière qui montre que finalement leur enracinement n'a pas été réussi depuis tant d'années. Tout à fait. C'est très compliqué pour ces deux partis qui ont joué les premiers rôles à la présidentielle et aux élections européennes. Alors, pour la République En Marche, c'est pas complètement inédit, hein. Le parti gaulliste triomphant nationalement avait connu des élections municipales très difficiles en 1959, voire en 1965, avec quand même un peu plus de sortants comme Chaban-Delmas à Bordeaux. C'est très difficile, l'installation locale, c'est un travail de longue haleine que le Parti socialiste avait réussi qu'en 1977. Et c'est vrai également que le Rassemblement national peut plus capitaliser sur des votes partisans d'étiquettes comme les élections régionales qui auront lieu en mars 2021. Frédéric Dabi, on va terminer avec un dernier mot sur Paris, qui est finalement la seule élection qui aura un peu surnagé dans cet univers électoral compliqué. Les candidats ont eu du mal un peu à pouvoir s'exprimer, j'allais dire médiatiquement, peser médiatiquement. Paris, ça reste une élection indécise. Ça n'a jamais été aussi indécis à Paris, et c'est pas une élection, vous le savez, c'est 17 élections avec la fusion des 4 premiers arrondissements. Jamais l'écart entre les prétendants a été aussi serré. On a une indécision sur l'ordre d'arrivée entre la première candidate et la deuxième, Rachida Dati, Anne Hidalgo ou Rachida Dati. C'est une élection où la campagne a été extrêmement courte. Quand on se souvient qu'en 2014, Anne Hidalgo s'était déclarée dès septembre 2012, Nathalie Kosciusko-Morizet dès mai 2013. C'est une élection où l'offre électorale a bougé jusqu'au bout avec le renoncement de Benjamin Griveaux et les difficultés d'Agnès Buzyn. Et là, c'est un effet collatéral du coronavirus a installé le fait d'être un trouble-fête et de troubler, si je puis dire, l'ordre, le clivage gauche-droite qui reste. Et puis dans la capitale, une surprise. Pour l'instant, la liste écologiste ne fait pas un score conforme à ce qu'on aurait pu penser dans une ville où l'écologie semble être un déterminant important pour les électeurs. Tout à fait. Europe Écologie Les Verts avait réussi 20% à Paris aux élections européennes. Là, leur candidat David Biard n'est qu'à 11 à 12%. Pour beaucoup d'électeurs parisiens, la candidate écologiste, c'est Anne Hidalgo. D'une part, Anne Hidalgo a réussi, avec Rachida Dati, avec une complicité involontaire de Rachida Dati, à recréer du clivage gauche-droite et faire de cet affrontement un affrontement classique bloc de gauche, bloc de droite. Et puis dans la dernière ligne droite, avec les questions environnementales, on est sur une sorte d'alternative, la poursuite de la politique toute environnementale d'Anne Hidalgo, ou bien ce qui est perçu par la gauche comme un retour en arrière. Tout ça peut créer de la mobilisation et favoriser des surprises. Merci Frédéric. Merci Bruno. Merci à tous.